Le quatrième chapitre, la vision des images et les conditions de Gauss. Nous allons revenir sur deux systèmes simples déjà abordés, la lame à face parallèle et le miroir plan. Nous allons étudier dans chaque cas la marche des rayons ici d'objets étendus, c'est-à-dire que l'on suppose composé de sources ponctuelles élémentaires émettant chacune indépendamment son propre rayon. Nous placerons alors l'œil d'un observateur en face des rayons réfractés ou réfléchis par le système et nous proposons à partir de constructions de comprendre la vision que l'on a. Dans tous les exemples proposés jusqu'ici, le problème a été largement simplifié dans le sens où la source était ponctuelle comme émettant ainsi un rayon lumineux. Dans la réalité, nous sommes presque toujours en présence d'objets étendus composés de sources ponctuelles élémentaires. Après traverser de milieux d'indices différents, ces rayons vont constituer une image de l'objet. Donc, considérons dans un premier temps une lame d'indice n et d'épaisseur placée dans l'air. Cela peut être une vitre ou encore la paroi d'un aquarium. Donc là, on a un objet ponctuel, comme on l'a fait dans le chapitre 3. Le rayon va être réfracté à travers les deux faces de la lame à face parallèle. Le rayon incident est le même que le rayon émergent. Donc le rayon émergent a la même direction que le rayon incident, à un décalage près delta. On va placer l'œil d'un observateur de ce côté-là et on va s'intéresser à la vision que l'on a. Donc pour former une image, on a besoin de deux rayons. Donc là, on a considéré ce rayon réfracté et un rayon qui arrive perpendiculairement à la face d'entrée et va traverser les deux faces sans être dévié. Donc pour former l'image, on va s'intéresser à l'intersection de ces deux rayons. Donc là, les rayons physiques ne vont pas se couper, mais le rayon perpendiculaire avec le prolongement des rayons réfractés, ils vont se couper en un point A' qu'on va qualifier de l'image. Donc finalement, ce que l'observateur va voir, c'est une image A' qui sont plus proches de la lame que l'on a en réalité. Maintenant, on va considérer un objet A qui est étendu. C'est-à-dire qu'on suppose qu'il est constitué de plusieurs sources ponctuelles émettant chacune indépendamment son propre rayon. Si l'on considère plus généralement différents points sources d'un objet étendu A, tous les rayons incidents issus de A réfractés par la lame à face parallèle semblent provenir des points correspondants. Ils sont issus de l'image A'. Donc là, on a tracé trois rayons, les deux rayons extrêmes et les deux rayons du milieu. Donc là, ils semblent provenir après réfraction des points correspondants de l'image A'. Donc pareil, les images sont plus proches de la lame que l'on est en réalité. De manière générale, A' se situe à une position différente de celle de A. Dans cet exemple, donc là j'ai tracé l'écart delta entre A et A', l'angle I, l'angle d'incidence. On a sinus I égale à delta sur AA', sur le segment AA'. Donc AA' égale à delta sur sinus I. Ainsi, plus la lame est épaisse, plus A' s'éloigne de A et se rapproche de la lame, parce que delta il dépend de l'épaisseur de la lame à face parallèle. On retiendra de l'exemple précédent que des objets observés à travers une lame à face parallèle semblent plus rapprochés qu'ils ne le sont en réalité. Cet exemple peut permettre de comprendre la déformation des objets vus à travers la surface de l'eau. Donc, dans cet exemple, on va considérer, où on s'intéresse, on veut examiner l'allure d'un objet terrestre observé depuis le fond de l'eau.
Par exemple, par un nageur observant un parasol depuis le fond d'une piscine. Donc là, c'est un point, le point A, c'est un point de notre parasol terrestre. Donc pour former l'image observée par le nageur depuis le fond de la piscine, on va considérer deux rayons. Le rayon ici de A qui arrive perpendiculairement à la surface de l'eau, il va traverser la surface, il ne va pas être dévié. Et le deuxième qui arrive avec une incidence I, il va se réfracter avec un angle de réfraction R. Les rayons physiques ne vont pas se rencontrer, mais leur prolongement se rencontre au point A' qui représente en effet l'image du point A. Depuis le fond de la piscine, l'observateur ne voit pas directement l'objet A, mais son image A' dans la direction apparente A et A'. Dans les triangles A', IH et AIH, nous avons les relations suivantes. Tangent I égale à IH sur HA et tangent R égale à IH sur HA'. Avec bien évidemment la relation de réfraction, la loi de réfraction, la deuxième loi de Snell-Descartes, on a N sinus I égale à N' sinus R. Donc, dans le cas où les angles sont petits, on va considérer la loi de Kepler qui est NI égale à N', tangent I égale à I, tangent R égale à R. Donc, après simplification, on trouve que HA', qui est la position de l'image, égale à N' fois N, sur N, pardon, fois HA, qui est la position de l'objet. Donc, ainsi pour le nageur assis au fond de l'eau, comme N' supérieur à 1, donc HA' supérieur à HA, le point A' est plus haut que A. Il verra donc depuis le fond de plus petit objet que dans la réalité est éloigné dans un rapport N' sur R. Inversement, depuis le haut des objets sous-marins semble plus rapproché et donc plus gros. Cette propriété découle directement des principes de retour inverse de la lumière. En conséquence, le fond d'une piscine semble moins éloigné que dans la réalité. On a tous fait cette expérience. Ainsi, si l'on regarde une cuillère dans un verre d'eau, sa partie immergée apparaît beaucoup plus grosse que la partie située hors de l'eau. Miroir plan. De la même façon, on peut construire facilement l'image d'un objet AB, un objet qui est étendu, observé à travers un miroir plan. À travers un miroir plan, un miroir de salle de bain par exemple. La construction se fait comme suit. Donc là, les lignes rouges matérialisent les prolongements du rayon et l'image A'B' en jaune pour dire qu'il s'agit d'une image qui est virtuelle. Voilà, donc pour former l'image de l'objet A, on va considérer deux rayons. Le premier qui arrive perpendiculairement, donc il va être réfléchi, et le deuxième qui arrive avec une incidence I, il va être réfléchi suivant la première loi de Snell-Descartes et se réfléchit avec un angle J égal à I. Voilà, donc les deux rayons réfléchis arrivent vers l'œil d'un observateur. Les rayons physiques ne vont pas se couper, mais leur prolongement se coupe au point A' qui est l'image du point A. Donc on peut refaire la même chose pour le point B. Pour retrouver son image B', le premier rayon qui arrive perpendiculairement, il va être réfléchi, et le deuxième qui arrive avec une incidence, donc il va être réfléchi. Les deux rayons physiques ne vont pas se couper, mais leur prolongement se coupe au point B'. Ainsi, on aura formé l'image de l'objet étendu après B', qui est une image virtuelle. Par construction, le plan du miroir est la médiatrice des segments AA' et même BP'. Le triangle AA'G est isocèle. Image et objet sont donc symétriques par rapport au plan du miroir. L'objet AB et son image A'B' ont donc la même taille et on définira leur rapport comme le grandissement transversal du miroir égal à 1. Paradoxalement, si un observateur regarde l'image d'un objet à travers le miroir, ceci se trouve toujours plus loin de lui que l'objet. En effet, il ne peut pas se placer dans le miroir. L'image à travers un miroir plan lui semble donc toujours plus petite. Un objet vu dans un miroir semble donc avoir une taille différente de celle de l'original, bien que le grandissement du miroir soit égal à 1. Qu'est-ce qu'un bon instrument
d'optique. Un instrument d'optique possède toujours des défauts rassemblés sous le terme d'aberration, classés entre différentes catégories. Les aberrations caractérisent l'écart entre l'image réelle et l'image prédite par l'optique géométrique paraxiale. Donc parmi les catégories, on a comma, si le point source est en dehors de l'axe, l'image a la forme d'une aigrette ou d'une queue de comète, d'où le nom donné par les astronomes à cette aberration, astigmatisme et distorsion. On demande à un bon instrument de fournir une image fidèle d'un objet, en particulier tout rayon issu d'un point A doit, après avoir traversé l'instrument, passer par un point image unique A'. Cette correspondance point par point caractérise les propriétés de stigmatisme d'un système optique. De même, tout objet A placé dans un plan perpendiculaire à l'axe de l'instrument doit donner une image A' également perpendiculaire à cet axe. Le système correspondant est alors aplanétique. Les propriétés de stigmatisme et d'aplanétisme ne suffisent pas pour que l'image soit de bonne qualité. En particulier, si elle est inclinée par rapport à l'axe, on peut observer des défauts de distorsion. Il y a distorsion quand le grandissement linéaire n'est pas constant dans le plan objet. Elle se traduit par une déformation de l'image. La distorsion résulte du fait que les rayons traversant les bords de la lentille sont plus déviés que ceux passant au voisinage du centre de la lentille. Le critère de qualité d'un système optique est l'absence d'aberration, aplanétisme, stigmatisme et absence de distorsion. Pour comprendre la portée de ces critères de qualité et leur nécessité, reconsidérons l'exemple simple discuté au début de ce chapitre d'une surface de séparation plane entre deux milieux d'indice n et n' avec n' supérieur strictement à 1. Donc là, pour former l'image d'un objet, il faut au moins deux rayons. Là, on a tracé trois rayons incidents ici de A. Le premier qui arrive perpendiculairement, le deuxième qui arrive avec une incidence qui va être réfracté, et le troisième qui arrive avec un angle d'incidence I qui va être réfracté avec un angle de réfraction R. L'image est formée par l'intersection des rayons. Donc là, les prolongements de ces rayons, ils vont se couper. Le prolongement des premiers et deuxième rayons, ils vont se couper au point image A', et le premier et troisième vont se couper au point image A seconde. Donc on remarque que plusieurs points images, plusieurs images des points A sont possibles. Donc pour comprendre la raison, on va essayer de faire quelques développements mathématiques. On a HA' égale à HA tangent I sur tangent R. Si l'on fait varier I et R, le rapport HA' sur HA varie simultanément. Un calcul élémentaire donne HA' sur HA égale à tangent I sur tangent R égale à tangent I égale à sinus I sur racine carrée de 1 moins sinus carré I sur sinus I sur NR, le tout sur racine carrée de 1 moins sinus carré I sur NR. Donc après simplification, on a HA' sur HA égale A racine carrée de NR carré moins sinus carré de I sur racine carrée de 1 moins sinus carré de I. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce rapport HA' sur HA dépend de I. Donc à chaque fois qu'on change I, c'est-à-dire on va considérer un autre rayon incident, parce qu'un rayon incident arrive avec une incidence I, donc on aura un rapport HA' sur HA différent. Ça veut dire une nouvelle, un nouveau point image de A. Donc avec n' égale à 1,33 n égale à 1, le rapport passe de 1,42 à 1,59 quand I varie de 30 degrés à 45 degrés. Donc il va y avoir toujours, ou à chaque rayon incident va avoir son propre image A'.
Par contre, s'il est petit, on va se placer dans l'approximation où on va considérer la relation de Kepler. Cette condition se simplifie à tangent I égale à I et tangent R égale à R, I sur R égale à NR. Donc on aura HA' égale à HA égale approximativement avec NR. Donc ce rapport ne dépend plus de I. Donc quel que soit le rayon incident, on aura la même image A'. Nous avons dans ce cas-là une image de A, quel que soit l'angle d'incidence I. En conclusion, un tel système n'est pas intrinsèquement sigmatique. Pour que le sigmatisme soit vérifié, il faut se placer dans l'approximation des petits angles d'incidence. L'approximation de Gauss consiste à limiter physiquement les faisceaux avec des diaphragmes afin de limiter les angles d'incidence et de conserver les rayons proches de l'axe. On les dit à l'heure par action. Comme limite, on peut raisonnablement admettre des angles d'incidence de quelques degrés. Cette approximation nécessite également une condition sur l'ouverture des faisceaux. En effet, un faisceau de très faible ouverture, pinceau, trop incliné sur la surface de séparation donne des angles d'incidence élevés, incompatibles avec le stigmatisme. Pour que le stigmatisme soit vérifié, il faut se placer dans l'approximation de Gauss. Faisceau peu ouvert, pinceau, angle d'incidence petit, pinceau par action. Pour comprendre le rôle de l'œil, nous considérons l'exemple du poisson vu de l'extérieur de l'eau. D'un point A, tête de poisson par exemple, on dessine des rayons qui forment un faisceau très large. Ils arrivent à la surface et se réfractent. Étant donné la faible taille de la pupille de l'œil, nous ne voyons qu'une toute petite portion des faisceaux complets hachurés. L'œil va placer le point A', image de A, à l'intersection des rayons interceptés, c'est-à-dire grossièrement à l'intersection des rayons extrêmes pénétrant dans l'œil. Donc finalement, l'observateur va voir l'image A' de l'objet A. Si nous déplaçons maintenant la tête, les rayons pénétrants interceptés ne sont plus les mêmes et on voit une image différente. Voilà, on va avoir une autre image différente qui est A'. La pupille de l'œil est assimilable à un diaphragme. Si elle était beaucoup plus grande, on verrait simultanément plusieurs images qui composeraient une image résultante floue. C'est grâce à cette limitation que nous voyons des images nettes. Une image virtuelle, c'est les formée par l'intersection des prolongements de rayons physiques. Il ne peut pas être obtenu sur un écran, c'est le cas de l'image vue à travers une lame à face parallèle et un miroir plan. Au contraire, une image réelle, c'est les formée par l'intersection des rayons physiques issus de l'objet A et peut être obtenu sur un écran, c'est le cas de l'image donnée par le projecteur de diapositive. En considérant la formation de l'image d'un objet AB à travers un projecteur de diapositive et pour lequel nous dessinons uniquement le parcours des deux rayons particuliers issus de B. Ce n'est pas nécessaire de connaître le détail du parcours des rayons. Nous savons que d'un point B de la diapositive se forme une image B' qui brille sur l'écran, matérialisant une image réelle. L'image A', B' est renversée par rapport à l'objet. Il faut donc installer le diapositive à l'envers pour les observer correctement à l'écran. Donc il s'agit d'une image qui est réelle. Un objet réel s'il existe physiquement, lampe, soleil, etc. C'est le cas pour tous les systèmes étudiés jusqu'ici. Si le système étudié est précédé d'un autre système optique, on peut constituer un objet virtuel. C'est l'objet de ce slide. Prenons l'exemple d'un miroir plan dont la face réfléchissante est à droite. Il est habituellement utilisé avec une source objet réel placée devant le miroir à gauche sur la figure. Les rayons issus de la source sont réfléchis par le miroir et forment une image virtuelle. Donc on peut compléter le montage avec une lentille en formant par exemple une image A' du soleil, objet réel qui va être une tache très brûlante pouvant brûler du papier. Si l'on intercepte entre la lentille et l'image A', un miroir
plan. Le miroir divise les faisceaux et forme une image à seconde. Cela n'intéresse que les images et objets, en ignorant la lentille. L'image A' est devenue un objet pour le miroir. Et cet objet situé derrière le miroir est virtuel, non matérialisable sur un écran. Donc A', c'est un objet virtuel construit à partir d'un autre système optique. Dans la lame à face parallèle constituée de dioptres transparents, un rayon incident ne peut subir que des réfractions dans le cas de l'approximation de Gauss, parce que les angles impliqués sont petits. Si un système optique contient au moins un miroir, un rayon peut subir des réfractions et des réflexions. On parlera respectivement du système dioptrique et du système catadioptrique. Si le système catadioptrique ne contient que des surfaces réfléchissantes, il est dit catoptrique. Les discussions précédentes montrent que la nature de l'image formée par un système optique est aussi liée à sa position dans l'espace. On peut diviser l'espace en deux régions, l'espace réel et l'espace virtuel.